Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour, aujourd'hui Infini Radio va faire connaissance avec Rémi Charles, qui est ingénieur du son et régisseur général de la salle du Racam à Brétigny-sur-Orge. Bonjour Rémi. Bonjour. Donc on va faire connaissance avec toi, avec ton métier, avec peut-être métier passion d'ailleurs. Oui, complètement. Et en tant que donc régisseur général de la salle du Racam, aussi ingénieur du son. Ouais. Mais pas que, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à tout nous dire ? Tout à fait. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle au sein de cette salle de spectacle-concert qui est le Racam ? Ouais, alors moi j'ai plein de casquettes en fait au Racam. On va commencer par celle qui me prend le plus de temps, qui est la régie générale. Où en fait, pour simplifier les choses, en fait, je m'occupe de toute l'organisation de tous les événements en fait qui se passent au Racam. C'est-à-dire qu'une fois que les contrats, etc., ont été signés avec les artistes pour les concerts, je reçois ce qu'on appelle des fiches techniques, donc tous les besoins de tous les artistes. Donc moi je compile toutes ces demandes pour tous les différents artistes. Je m'occupe du coup de faire venir les techniciens qui vont bosser là le soir. Techniciens, c'est les prestataires qui travaillent avec toi en général? Ouais, les intermittents, donc le technicien lumière, Elliot, et puis technicien plateau, Pierre. Généralement ceux qui sont là tout le temps. Voilà, en gros, qui est le matériel humain, l'humain pour pouvoir faire tout le travail qu'il y a à faire. Que toute la partie technique soit d'aplomb. Et puis aussi, je coordonne aussi un peu Greg sur les repas et tout ça. Donc pour accueillir tout le monde. Oui, parce qu'ils mangent, les artistes. Les artistes mangent, ouais, comme des êtres humains normaux, quoi. Et la fiche technique, c'est qui? C'est la prod, c'est les managers, ça vient de alors ça vient de l'artiste, mais la source c'est vraiment l'artiste en fait, mais ça passe par toute la filière en fait. Donc le manager regarde aussi toutes les demandes de l'artiste en fait. Après, plus le groupe est professionnel, en fait, plus ils vont avoir des gens qui vont être dédiés à ça, donc des gens comme moi, en fait, qui ont le même métier que moi, qui sont des régisseurs, qui vont s'occuper eux que de cet artiste-là ou d'autres artistes aussi, mais pour cette date en tout cas que de eux, et c'est avec le régisseur de cette date-là, du coup, que je vais avoir tous les contacts en fait. Oui, il arrive qu'il y ait des artistes qui aient leur ingénieur son qui soit là pendant le concert. Très régulièrement, ouais. Généralement, les têtes d'affiche sont leurs ingé sons. Souvent, de temps en temps aussi leur technicien lumière, leur régisseur. Il y a vraiment une grosse équipe généralement derrière un concert en fait, quoi. Il y a plein de gens en fait. Ouais, on pense pas, mais il y a toute une fourmilière comme ça. C'est ça. Toi, tes principales responsabilités au quotidien, dans le cadre de ton métier, ce sont lesquelles? Mes principales responsabilités, ouais. Alors, c'est que tout se passe bien. Donc, tout se passe bien du côté technique, qu'on puisse faire la date. Du côté accueil du public aussi, que le public puisse, en gros, entrer en vie et sortir en vie. Ouais, la sécurité. Toute la sécurité incendie aussi peut passer par moi. En fait, j'oublie tellement de choses. En fait, il y a énormément de facettes dans tout ça, quoi. Mais disons, ouais, voilà, c'est ça. C'est en gros, concrètement, s'il se passe quelque chose dans l'ordre de la hiérarchie, c'est toi. Voilà, il y aura moi, il y aura Bérangère aussi. Oui, et puis Bérangère qui est la directrice. Qui est la directrice du Racam. Donc, on l'a dit, on va développer. Le Racam accompagne assez régulièrement des artistes ou des groupes d'ailleurs. Donc, il les accompagne artistiquement. Oui, c'est ça. Complètement. Scéniquement. Voilà, ça c'est plus ta partie complètement. Aussi. Il y a aussi en résidence, c'est des choses différentes. Les accompagnements artistiques et la résidence. Ouais, alors du coup, c'est ce qu'on a mis en place avec Elina, donc qui est la chargée de communication que vous avez reçue il y a pas longtemps. Oui. On l'a un peu développé depuis qu'on est arrivés tous les deux. Oui, vous êtes arrivés à quelques mois. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée, je crois, 1 ou 2 mois après moi. Et du coup, voilà, en fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en off au Racam avant qu'on arrive, et on voulait en fait nous. Faire en sorte que ça soit un peu plus professionnel, un peu plus poussé en fait, tout cet accompagnement-là. Donc du coup, Elina, elle va avoir tout ce qui va être un peu la partie développement de carrière en fait des artistes.
avec toute la communication, avec le suivi aussi administratif, tout ça. Enfin, voilà, vraiment le développement de carrière. Et moi, ça va être beaucoup plus tout ce qui va être sur la scène. En fait, tout ce que les gens voient, en fait. Voilà. Oui, les préparer aussi peut-être à des scènes. C'est un peu ça aussi les résidences, c'est qu'ils viennent un peu préparer tout, y compris musique et direction artistique, pour peut-être parce qu'ils ont un festival derrière ou quelque chose. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est pareil. Après, il y a autant de résidences qu'il y a d'artistes, qu'il y a de demandes et qu'il y a de besoins. C'est complètement différent déjà. Ouais, voilà, je suis jamais, en fait... les demandes sont quasiment jamais les mêmes, même si en réalité, tout le monde se prépare à monter sur une scène et à présenter un spectacle. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. En fait, aucun artiste a les mêmes besoins. Et donc, du coup, c'est ça mon travail, ça va être d'arriver à comprendre leurs besoins, d'arriver à y répondre et de leur donner ce qu'ils ont besoin, enfin, les clés dont ils vont avoir besoin pour avancer tout seuls, en fait, dans l'idée. D'accord. Donc ça peut être, par exemple, ils sont peut-être déjà prêts musicalement, c'est-à-dire que voilà, mais peut-être que au niveau peut-être de la lumière. De la lumière, on n'en fait pas trop parce qu'on a une salle très spécifique au Racam. Mais oui, tout ce qui va être, en fait, tout bêtement, en fait, je vais donner un exemple vraiment bête, en fait. Le premier instant où l'artiste monte sur scène, en fait, c'est le premier contact qu'il a avec le public. Et en fait, ça. Faire prendre conscience aux artistes que ces premiers pas en fait sur scène sont tout aussi importants que tout l'enchaînement des morceaux et des ponts qu'ils vont faire et des solos, etc. en fait. Et donc du coup, selon l'avancée, disons, de professionnalisation de l'artiste, on réfléchit à tout ça en fait. Donc du premier pas sur scène jusqu'au moment où il va quitter la scène, en fait, on essaie de réfléchir à absolument tout ce qu'il y a sur scène, l'intention. Y compris la communication avec le public. Le public, tout à fait. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent qu'il y ait des artistes ou des groupes qui, en fait, ils font leur set, la setlist, et ils parlent pas, ils communiquent pas. Et donc, tu peux les conseiller aussi là-dessus. Ouais, c'est bien souvent, en fait, le passage, en fait, d'un groupe, on va, entre guillemets, sans les descendre, en fait, d'un groupe amateur qui va passer petit à petit à un groupe professionnel. C'est donc vraiment, voilà, de prendre conscience que tout ça est important et pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Oui. Voilà. On va parler. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais comment tu collabores avec les artistes ou les groupes par rapport à leur vision de ce qui, justement, ce qu'ils demandent eux. De ce qu'ils demandent. Ouais. Alors il y a une petite chose aussi à prendre en compte, c'est que entre les demandes qui sont formulées, leurs envies et où leurs besoins inconscients, en fait, aussi, il faut arriver des fois à tirer un peu les ficelles là-dedans. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'évite d'écouter le projet, en fait, avant qu'il arrive au Racam. D'accord, tu pars sur une page blanche. Je pars complètement sur une page blanche. Ouais. D'autres ne font pas forcément comme ça. Moi, je préfère comme ça parce que du coup, je me focalise sur les premières impressions que j'ai. Avant qu'ils arrivent, du coup, je leur demande une fiche technique pour voir avec mon œil de technicien et de régisseur, en fait, s'ils ont, disons, conscience de l'espace scénique, etc. En fait, de leurs besoins techniques aussi. Et puis, une fois qu'ils arrivent, en fait, on les installe. On fait des balances assez rapides pour justement pas trop passer de temps, s'il y a en tout cas pas besoin, sur le son. Et en fait, je leur demande de jouer 3 morceaux. D'accord. En fait, on discute un petit peu, on brise un peu la glace, et puis je leur demande de jouer 3 morceaux. Et après, partant de là, en fait, on passe beaucoup de temps à discuter. Comme ça me permet de connaître, savoir ce qu'ils ont besoin, envie, etc. Et puis en fait, j'essaye de les amener eux-mêmes à prendre conscience de ce qu'ils ont besoin, en fait. Et ça passe par pas mal de choses. Et les résidences, c'est les artistes qui font la demande? Comment ça se passe? Généralement, oui. Ouais. Oui. Généralement, il y a un besoin. L'artiste sait qu'en fait, soit il a une scène à préparer, soit il sent qu'il y a des choses qui vont pas dans son set parce qu'il a fait un peu de scène avant. Et du coup, il y a quelque chose, je sais pas, une sensation de besoin de travailler, en fait. Et donc, du coup, je reçois pas mal
énormément en vrai de demandes. Ouais. Et toi, tu fais le tri. Et comment tu fais le tri? En fait, le tri se fait naturellement en fait avec le planning, tout simplement. Oui, c'est ça, parce que comme tu as beaucoup de casquettes, du coup, tu peux pas avoir exactement. Des artistes Il y a ça, et puis il y a le fait aussi les concerts sont quand même la principale activité. Donc en fait, on articule les résidences autour des concerts. Oui. Et du temps que je peux donner aux artistes. T'as des demandes en attente encore là? Là plus trop, parce que du coup on arrive sur le mois de juin. Le mois de juin avec le Racam, c'est une grosse période. Il y a le 21 juin qui arrive, la fête de la musique. Et oui. Donc ouais, non là tout est déjà calé là jusqu'à septembre. C'est vrai, là, c'est prêt là. C'est lourd, hein. C'est une grosse machine. Alors le 21 juin, non, c'est en train. Hein. C'est en train. J'étais encore en plein dedans là. Envoyer des mails avant d'arriver là. Mais oui, ça va se faire normalement. Est-ce que tu peux nous partager une expérience où ta contribution, toi, artistique, ton œil artistique a été particulièrement significatif pour un artiste ou un groupe? Est-ce que tu as un exemple comme ça? Voilà, un seul. Allez, 2. Je prendrais peut-être les derniers artistes qu'on a un peu aidés, donc suite au tremplin de Bretigny. Donc les derniers artistes, c'était Persephone Revenge, qui sont venus là au Racam, qui ont fait 2 jours de résidence, je crois. Et on a préparé tout le set en vue de leur release party, que je suis allé voir aussi du coup. Donc ils ont fait les 2 jours de résidence au Racam. En fait, on a beaucoup parlé de leur set, etc. Et sur scène, on a beaucoup parlé de l'intention en particulier avec la chanteuse. Enfin voilà, elle m'a donné beaucoup de choses. Et en fait, lors du concert, en fait, les oui-dire que j'ai entendu après dans la salle, parce que c'est vraiment le public en gros qui juge après de tout ça. Hein. C'était, elle est super, elle a fait un super show, etc. Et j'étais très content aussi de ce qu'elle a fait. Enfin, vraiment, elle a fait un super truc. Et ouais, j'ai entendu donc la personne qui était à côté de moi, elle disait ça y est, c'est une vraie vedette, quoi. Certainement une personne qui l'avait déjà vu sur scène à une autre occasion. Oui, à une autre occasion. Du coup, elle a eu le avant-après. Voilà, elle a vu cette personne-là a eu le avant-après. Et j'étais un peu, entre guillemets, ça m'a un peu fait rire quand même. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, la première anecdote. Et puis après, il y a eu je me rappelle aussi du groupe qu'on a accompagné qui s'appelait Cheshire, parce que du coup, le groupe s'est arrêté. Et du coup, on allait les voir avec Elina lors de leur dernier concert, le concert de fin d'accompagnement avec le FOG, avec l'empreinte. Ouais. Donc du coup, voir Mégane en fait, avoir une telle conscience sur scène en fait, être tellement à l'aise sur scène, et on a tellement bossé ce genre de choses en fait aussi avec elle. Qu'en fait, on en était, Elina et moi, on était en train de pleurer. Voilà. Ouais, c'était à l'empreinte. C'était à l'empreinte. On y était aussi. C'est vrai. Puis ils ont fait un super show. Quoi. Ouais. C'était incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui font plaisir. Est-ce que tu as des équipements spécifiques ou technologiques qui te servent? Oui, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de consoles et de choses comme ça. Oui. Quels sont les équipements que tu utilises régulièrement pour toi et donc là, du coup, je passe sur ma casquette d'ingé son, parce que c'est ce qui est le plus gros, le plus gros du taf aussi. Il y a tout le parc micro en fait qui est du coup, je dirais l'empreinte en fait que je vais de micro de scène, voilà, que je vais avoir besoin, l'empreinte que je vais avoir besoin pour disons transformer le son que j'ai envie d'avoir par rapport à ce que le groupe va me donner. Et suivant la personne qui chante, parce que c'est ça. Par exemple, si c'est un groupe, tout à fait, et qu'il y ait les choristes, en tout cas les musiciens chantent aussi. Pour prendre l'exemple du chanteur, tout à fait. En fait, je vais pas mettre par exemple le même micro sur un chanteur qui va disons faire du scream, en fait, qui va avoir une voix saturée, et une chanteuse à voix jazz, en fait. Je vais pas du tout mettre les mêmes choses, pas du tout mettre les mêmes micros. Ah oui, d'accord. Les micros sont différents. C'est même pas au niveau de la console ou du potard où tu joues. Ça joue aussi là-bas, mais ça commence en fait. Ça commence vraiment là, en fait, avec vraiment le choix du micro qui va correspondre
à ce que je veux avoir en fait dans la console justement après pour pouvoir régler tout le son et l'ensemble des micros, pas que de la chanteuse, mais de tout le groupe, pour que le public en fait, je me rapproche, enfin que je donne au public en fait ce que le groupe me donne et que j'essaie de me rapprocher au plus de ce que j'entends en fait au départ. Ok. Et donc du coup voilà, ça passe par les micros, ça passe par la console. Donc notre console c'est une Midas Pro 2, une console qui est un peu âgée mais qui fonctionne encore très très bien. Ouais. Voilà, mes oreilles, c'est aussi un des principaux. C'est important. Ouais, une des principales choses. Et puis après, donc du coup ça va être la diffusion et les enceintes quoi. Oui. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi, les enceintes, elles sont mises placées à des endroits bien stratégiques. spécifiques de part et d'autre de la scène pour qu'il y ait une image de ce qu'on appelle stéréo du concert. Alors maintenant, on va parler de l'équipe, parce que vous êtes une petite famille, une belle équipe famille, au Racam. Tout à fait. Comment tu collabores avec les autres membres, que ce soit au niveau communication, comme par exemple Elina, ou même avec la direction, avec Bérangère, ou avec je sais pas si on dit ingé son aussi, ceux qui travaillent avec toi. Il y a un ingé son, il y a on va les appeler les techniciens, parce que du coup, il y a un ingénieur du son, un responsable lumière, une personne au plateau, des stagiaires aussi de temps en temps. Donc comment ça se passe avec eux en fait pour toute la soirée, par exemple, il y a un concert pour que ça se passe bien en fait. Alors au-dessus en fait, j'ai les demandes de Bérangère en fait qui arrivent, que j'essaie de respecter en tout cas au maximum. Avec Elina, on a plutôt on travaille plutôt en parallèle en fait. Ces demandes en fait me concernent pas trop en fait généralement, parce que du coup tout ce qui est communication et billetterie, moi j'ai aucun levier là-dessus en fait. Et donc du coup voilà, c'est ça, donc les demandes de Bérangère mais qui sont pas non plus extraordinaires, hormis que ça se passe bien. Et puis avec l'équipe, j'essaye en fait une fois dont on a parlé tout à l'heure, que j'ai compilé toutes les informations, j'envoie tout ce que j'ai, en tout cas tout ce que j'ai compilé à tout le monde, histoire que tout le monde ait le même niveau d'information que moi en fait, et que on puisse chacun travailler disons normalement en fait. C'est toi qui dirige les techniciens, c'est toi qui dis. Alors en fait théoriquement sur le papier oui complètement en fait, mais j'aime pas trop ce genre de choses là en fait. Je préfère laisser faire les gens dans leur travail en fait complètement, avec quelques infos, quelques demandes particulières en fait, mais je préfère en fait laisser la liberté aux gens de faire comme ils l'entendent. Et puis si après des choses n'ont pas été, etc., on en parle après, ou sur le moment si je vois que ça va pas aller. Mais généralement en fait notre équipe est quand même, sont des professionnels, donc ils savent où est-ce qu'on doit aller, et puis en fait on essaie de juste bien fonctionner ensemble en fait. Donc il y a pas j'aime pas trop en fait ce côté de direction. Oui, j'ai été dirigée, mais c'était plus je sais pas quel terme employer, parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup ensemble, peut-être je sais pas en fait, j'ai pas le terme, mais en tout cas je pense que même eux, s'ils ont une demande particulière, ils vont venir te voir, et toi tu vas peut-être checker quand même. Moi je vais être en gros la personne centrale en fait, qui a toutes les informations en tête au moment voulu. Et s'il y a des demandes en fait ou des autorisations particulières à demander, ça va passer par moi en fait, parce que personne n'a forcément, disons, les notions par exemple de sécurité incendie, etc. Par rapport au spectacle. Donc s'il y a une demande qu'ils ne savent pas, ils vont d'abord venir me voir avant de donner l'autorisation en fait. Par exemple, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être par rapport, par exemple, s'il y a une demande d'un artiste pour faire beaucoup de fumée. Ouais. Peut-être que là, on va venir te voir en disant qu'est-ce que t'en penses. Voilà, c'est ça, exactement. Ça va être, ça va être. Alors, pour la fumée, c'est disons légal. Donc c'est l'exemple qui m'est venu par rapport à la sécurité incendie. Ouais. Mais par rapport à la sécurité incendie, par exemple, il y a longtemps un groupe qui est venu avec des limite, je crois que c'était limite des feux d'artifice, en fait, des trucs. Dans la salle, voilà, tout à fait. Donc là, c'était pas possible, évidemment. Bien sûr.
Et donc du coup, on en a parlé, etc. On est tombé d'accord sur certaines choses qui, oui, étaient possibles. Mais en gros, je leur ai dit non pour tout, quoi. En gros. Hormis une chose, je crois, je sais plus trop ce que c'était, mais enfin, en gros, c'était pas possible, quoi. Donc c'était non et non, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, oui, tout le monde m'a regardé avec des yeux tout ronds, en mode qu'est-ce que tu fais ? C'était non, donc on fait quand pas. tu peux pas, tu peux pas. De toute façon. C'est ça. Après, généralement, on essaie de trouver une solution, ou en tout cas quelque chose qui convienne une alternative qui convienne à tout le monde. Ouais. Mais quand, à un moment donné, non, quand c'est non, quoi. Ça peut pas. C'est ça. Voilà. Ça m'est pas trop arrivé quand même. Généralement, on arrive à trouver un entre-deux. Bon. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience qui a été particulièrement gratifiante, même si tu en as un peu parlé tout à l'heure du coup avec l'exemple de Persephone's Revenge, mais gratifiante et mémorable que tu as eu toi en tant que un régisseur, ingénieur du son, peut-être sur une date. Sur une date. Ouais, quelque chose qui vraiment que t'a rendu heureux et fier de faire ce métier-là en fait. Donc pas forcément au Racam en plus, même avant. Même avant, pourquoi pas. En tant que dans ce métier-là. Dans ce métier-là. Ouais. Alors là, j'en ai peut-être un qui pourrait donner quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. En fait, c'est quand le groupe Not Scientist est venu jouer au Racam, en fait. Groupe que je connaissais un petit peu, mais voilà. C'est du métal. Du punk rock plutôt. Punk rock. Ouais. Okay. Voilà, je connaissais un petit peu, mais sans trop. Voilà. Et du coup, ils sont arrivés, ils avaient pas d'ingé son. Et j'ai dit, moi, je suis prêt à le faire, le son, quoi, c'est cool. Et puis, en fait, j'ai vraiment passé un super concert. Enfin, j'ai adoré ce qu'ils ont fait sur scène. J'ai pris toute l'énergie qu'ils avaient. J'ai essayé de faire, du coup, au mieux, en espérant que tout le monde ait passé aussi un super concert à ce moment-là. Et vraiment, j'ai passé un concert vraiment génial derrière les consoles à faire le son que j'avais envie d'entendre, en fait, avec ce qu'ils me donnaient. Donc, c'était... Ouais, vraiment gratifiant qui m'ait fait confiance et que ça se soit bien passé, que tout le monde soit sorti avec le sourire, tout le monde était content, moi aussi. Enfin voilà, c'était super cool, quoi. C'est cool. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner une journée type, même si je suis sûre que elles se ressemblent jamais les journées, mais voilà, t'arrives le matin. Alors 2 journées type plutôt qu'une. Vas-y, allez 2. T'arrives le matin jusqu'au soir. J'arrive le matin. C'est pour une résidence en fait. Donc j'arrive le matin avec Guillaume, et soit arrivé avant moi, soit juste après moi. Et donc du coup, on échange les informations sur le groupe qui arrive. En fait, on prépare donc soit moi je prépare le plateau, ou Guillaume prépare le plateau. Généralement, c'est plutôt Guillaume qui s'occupe un peu plus de la technique. On commence par faire le café aussi. C'est important. Ah, c'est super important le café. Non mais en fait, ça paraît rien, mais en fait, s'arrêter, prendre un café et discuter, en fait, c'est une base assez énorme, en fait. Ouais. Donc, non, c'est très important le café et de bien démarrer la journée, en fait. Donc, du coup, voilà, on commence à préparer le café, préparer tout pour que quand les artistes arrivent, on ait le moins de temps à passer sur la technique pour pouvoir justement travailler. Ouais. Généralement, souvent, les artistes arrivent avec un petit peu de retard. Petit peu. Du coup, je demande les dernières infos techniques sur le groupe. On se met en place. Et là, on commence la journée de travail en gros, on fait de la musique concrètement jusqu'à 13h30 pour la pause repas, et puis jusqu'à plus soif, 18h. C'est vraiment musique. Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Ok. C'est ça. Et puis du coup, il y a des moments où on s'arrête, où on discute de... Soit je fais du coaching, et du coup, là, on fait des exercices toute la journée. On échange sur du vécu, sur comment on pourrait faire les choses mieux, etc. Ou alors ils ont pas besoin de coaching, etc. Et là on leur laisse la scène dispo toute la journée, et voilà. Mais c'est important, quand tu les connais pas, c'est important pour toi de discuter avec eux, pour les connaître, pour savoir comment ils
C'est capital. Oui, c'est ça. C'est capital. Donc, ah oui. En fait, j'ai besoin de connaître donc le projet dans sa globalité, mais chaque membre de ce projet, en fait, c'est un peu plus en individualité. Donc du coup, oui, c'est. En fait, mon métier, c'est passer du temps à discuter avec les gens et à savoir comment on peut faire mieux. Voilà, là-dessus. Donc ça, c'est la journée un peu résidence, et la journée concert, par contre, un peu plus. Rock'n'roll. Un peu plus carrément plus rock'n'roll. Ouais. Donc déjà, quand toute la préparation a été faite, donc du coup les équipes arrivent. Guillaume et moi, donc Guillaume qui est mon assistant au Racam, aussi ingénieur du son. On arrive en général, je sais pas si je donne un horaire en début d'après-midi. Nous, on essaie d'arriver au moins 1 heure avant en fait pour finir de ranger ce qu'on n'a pas eu le temps de ranger la veille parce qu'on a fini trop tard. Donc voilà, finir de ranger, commencer à préparer les loges pour les artistes parce que il faut que, c'est normal qu'ils soient accueillis dans un endroit propre et rangé, et voilà. Agréable. Voilà, c'est normal. Et puis du coup, je sors les fiches techniques et généralement là toute l'équipe arrive petit à petit. Et là du coup, une fois que toute l'équipe est arrivée, on fait un petit point sur toute la technique qu'il va y avoir dans la journée. Donc avec un peu la distribution des rôles si elle a besoin d'être distribuée, mais généralement il n'y a pas plus besoin que ça parce que généralement tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire. Donc voilà un peu les dernières infos que j'ai eues. On prépare un peu tout ce qu'on peut préparer avant que le groupe arrive. Donc là on est en début d'après-midi, donc je dirais 13h, 14h, quelque chose comme ça. La tête d'affiche arrive, on commence par décharger tout le matériel. On leur laisse un petit quart d'heure de repos aussi parce que du coup certains ont fait beaucoup de route, donc après 4-5 heures de route les gens aiment bien se poser un petit peu avant de retourner au boulot. Donc on les laisse un petit peu tranquilles, nous on avance sur ce qu'on peut avancer. Voilà. Du coup on les installe sur scène, donc avec comment on adapte leur plan de scène avec la salle du Racam qui est un peu petite quand même, mais bon voilà. Du coup, il y a des discussions de comment on fait les choses. Et on démarre. C'est les balances, c'est ce qu'on appelle. Non, c'est avant les balances. C'est avant les balances. C'est juste avant les balances. Pour moi, en fait, tant qu'ils n'ont pas joué. C'est ça. Tant qu'ils n'ont pas les instruments en main, en fait, on n'a pas commencé les balances. Donc là, c'est plutôt le placement sur scène. Le placement sur scène, etc. Ça dure en général, 20 minutes, une demi-heure selon le groupe et la complexité de la composition musicale qu'il y a sur scène, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, on démarre les balances. Les balances, généralement, on fait entre 1 heure de balance pour des groupes assez légers, jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie de balance pour des groupes un peu plus, disons, conséquents. Donc, par exemple, quand il y a guitare, basse, batterie, clavier, ou guitare, basse, plusieurs guitares, batterie, clavier, toute une pléiade de musiciens sur scène. Plus il y a d'instruments, plus c'est long en fait. Plus ça va être long. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, là, c'est soit je suis aussi au son et du coup, je suis derrière la console à ce moment-là. Ouais. Soit là, c'est un moment un poil plus calme pour moi parce que je suis à la régie et donc du coup, j'ai laissé Guillaume au son. Et du coup, je peux me mettre à faire d'autres choses, du coup, à préparer soit d'autres concerts qui arrivent plus tard, soit voir les petits soucis qu'il pourrait y avoir ou qui pourraient se présenter dans le soir. Enfin, généralement, il y a toujours des choses à m'occuper, en fait. Donc, le temps passe très vite, mine de rien. Ou s'il y a des premières parties, peut-être t'occuper des premières parties qui, entre-temps, sont les premières parties arrivées. Sont même pas encore arrivées, généralement. Ils sont pas encore arrivées. Je précipite les choses, moi, oui. Ouais. Et du coup, voilà, jusqu'à ce que les premières parties arrivent. Et du coup, quand les premières parties arrivent, généralement, c'est que je me débrouille toujours un petit peu, en fait, pour faire en sorte que quand les premières parties arrivent, c'est qu'on est censé finir les balances du premier groupe. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, les premières parties arrivent. Donc, pareil, je leur fais visiter l'accueil, tout ça. On arrête les balances de la tête d'affiche. En tout cas, elles se finissent. Et du coup, on recommence. Même principe. En installation sur scène, sachant que j'ai pas de lieu de stockage, donc du coup, le backline de la tête d'affiche reste en place. Généralement, ça c'est j'ai un bon 20 minutes de discussion avec tout le monde pour savoir comment on s'organise pour faire en sorte
de gagner le plus de temps possible pour éviter que le public le soir attende trop entre les deux. Oui, entre les plateaux, deux le changement de plateau. Exactement. Et du coup, voilà, après il y a l'installation sur scène, les balances qui durent moins longtemps, généralement 1 heure, 1 heure et demie grand max. Et puis là, voilà, donc là on en arrive, il doit être 17h30, 18h, quelque chose comme ça. Si on a pris de l'avance, on arrive à avoir un petit peu un temps de repos à ce moment-là. Ce qui est en même temps super important parce que en fait, on a déjà passé 3 heures dans le son avec des niveaux sonores qui sont quand même assez importants. Donc avoir des temps de repos pour les oreilles, exactement, pour tout le monde. En fait, c'est l'énergie qu'on a du coup en plus après. Donc c'est assez important. Là, généralement, c'est un petit temps calme avec, voilà, où on attend que Greg nous ait préparé ses super plats. Oui, parce qu'il y a un cuisinier. Ouais, on a un cuisinier qui s'appelle Greg, ouais. en Rackham, qui nous fait des super plats tout le temps là. Qui d'ailleurs des fois pendant le balance des premières parties ou des têtes d'affiche, c'est très dur parce que la cuisine se trouve juste à côté et ça sent super bon dès le début d'après-midi. Et du coup, il y a des fois on me regarde avec des yeux en mode mais tu peux pas faire quelque chose? Je dis bah non, mais ça sent bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Voilà. Et donc du coup, ouais, Greg qui nous fait des super plats tout le temps. Donc là, généralement, on attend que les plats soient finis d'être préparés. On discute un peu avec tout le monde aussi. Un temps d'échange généralement avec les artistes. On mange. Après, moi je prends généralement 1 demi-heure pour finir de préparer la salle. Donc en fait, mettre les lumières, mettre la musique d'ambiance, ranger les dernières choses qui traînent, vérifier les issues de secours, tout ça. Toujours la sécu. Bah oui, toujours, ouais, parce qu'en fait, on accueille... en tout cas, on est censé pouvoir accueillir 270 personnes par soir. Donc du coup, il faut que tout ça soit tout le temps en place, quoi. Donc je vérifie, je fais un petit tour là-dessus, les caméras aussi parce qu'il y a des retransmissions vidéo en direct. Voilà. Et puis là, généralement, quand j'en arrive là, c'est qu'on est qu'il est 20h30 et qu'il faut ouvrir, quoi. Le public doit rentrer, quoi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, il y a Greg qui se met en place au bar, Elina qui se met en place à la billetterie parce qu'elle fait aussi la billetterie. Tout le monde se met en place en fait. Et puis on ouvre et puis du coup là c'est ce que tout le monde connaît à ce moment-là. C'est que du coup le public rentre pour commencer soit à discuter, soit à consommer aussi, à prendre autour d'une bière et tout ça. Et puis le premier concert démarre et puis là là tout se déroule généralement bien. Ça peut arriver des fois. D'ailleurs il m'est arrivé un truc assez rigolo à un moment donné, enfin plusieurs fois d'ailleurs même. Généralement tout se passe bien, généralement. Voilà, les concerts se passent. Généralement on est dans la salle, on les regarde aussi. C'est mieux, c'est bien. Autant c'est profiter, bien, mais ça, je peux avoir aussi à certains moments en fait. Par exemple, quand on a eu une semaine complète de résidence, donc 5 jours de résidence, j'en suis à mon 6e jour de concert en fait, et il y a des moments quand le groupe me plaît moins. Oui, là, c'est le moment où je peux me permettre, que je fais pas le son, je peux me permettre d'aller en cuisine et de me poser un petit peu. Ou dehors s'il fait beau, etc. Ou discuter avec les artistes qui sont venus nous voir ce soir-là aussi et voir avec eux comment on peut faire. Quand est-ce qu'on peut caler leur prochaine résidence, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent en Rackham. Voir les concerts, ouais. Et donc du coup, voilà, les concerts se passent, le public à un moment donné part aussi, et du coup, c'est après, il faut tout ranger. C'est ça. Voilà, donc là, il est généralement minuit et demi quand le public commence à partir, et après là, ça dépend. Soit on a accroché un petit peu dans la journée avec les artistes et du coup, une fois que tout est rangé, on partage une bière ensemble et on discute. Oui, quand ils restent, voilà, il y en a qui restent après parce qu'ils sont peut-être moins pressés. Et puis, ils sont moins pressés et puis ils ont envie de se poser aussi un peu parce que mine de rien, en fait, la journée a été assez éprouvante. On a commencé au début d'après-midi, quoi, donc il est minuit. Donc on a fait une bonne journée de travail quand même là. Et puis, du coup, moi, je suis toujours le dernier à partir parce que du coup, il faut fermer la salle et voilà. C'est toi qui fermes. Alors, oui, généralement, oui. Ça peut m'arriver de partir un peu avant, mais... C'est toi qui éteins toutes les machines. C'est moi qui éteins toutes les machines. Mais ça, c'est une fois qu'on a tout rangé, qu'on a rangé un peu toutes les loges, etc. aussi, pour
que le lundi matin, le mardi matin que la salle redémarre, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça fait des belles journées. Ouais. Ça fait des sacrées journées. Ouais. Et il arrive qu'il y ait 2-3 soirs d'affilée où il y a des concerts. Voilà. Ouais. Donc là, ça fait des bonnes semaines. Ça fait des bonnes semaines, ouais. Ça fait, ça fait des bonnes heures de travail. Ouais. Mais c'est intense en fait, et ça passe tellement vite. En fait, la journée passe à une allure pas possible parce qu'on est toujours en train à droite à gauche en train de faire quelque chose. Et puis c'est hyper enrichissant en fait, parce que mine de rien, en fait, on vient de voir 2 artistes sur scène, on a discuté avec des gens qu'on ne connaissait pas le matin même. Et puis du coup, on se connaît un peu mieux le soir, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est super enrichissant tout ça. Alors on va parler, t'en as un peu parlé tout à l'heure, on va en parler. Il arrive qu'il y ait des imprévus, des petits couacs, des situations peut-être de stress aussi pour toi. Comment... Je suis quelqu'un de pas très stressé, moi. Ouais, t'es plutôt cool. Très cool. Mais s'il y a un imprévu, quelque chose qui se passe pas comme c'est prévu, justement, ou comme ça devrait se passer, comment tu gères la situation ? J'essaye de trouver une solution pour que ça marche. Quoi qu'il arrive, il faut toujours une solution à chaque problème. C'est ça, je me rappelle pas avoir annulé une date. Je crois pas, avec toutes les dates que j'ai fait. Ouais. Mais par contre, il y a eu des moments où c'était très 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 tendu. D'accord. J'ai l'exemple. Au niveau timing ou au niveau... Au niveau, alors il y a eu une fois, c'était au niveau timing. En fait, il m'est pas arrivé beaucoup de journées où ça s'est vraiment mal passé. Ouais, je crois que je dirais que les journées où j'ai vraiment galéré toute la journée, je dois les compter sur les doigts de la main, quoi. Je dirais 4, 5 sur les... Ça va, parce que ça fait quand même quelques années que je bosse, un petit peu, que tu bosses et que t'es au Racam. Ça fait 6 ans que je suis au Racam. 6 ans, tu vois, je t'en donnais plus encore. Donc ouais, je dirais... Là, il y en a 2 qui me reviennent vraiment en tête. Une date, en fait, où il y avait... Alors, je travaillais pas au Racam à ce moment-là. Je travaillais au Nouba. Qui était sur le toit de la Cité de la Mode et du Design à l'époque. On accueillait London Grammar ce soir-là. Voilà, ils étaient peu connus à l'époque. Ouais. Ils étaient peu connus à l'époque. Donc du coup, c'était une salle qui était plus portée club, donc plus DJ que concert. Plus boîte de nuit, que concert. Mais on faisait quand même des concerts dedans. Et du coup, quand il y avait des concerts, j'avais un petit peu de matériel à louer. Et en particulier, une console de face. Et donc du coup j'arrive le matin, on commence à préparer avec les équipes un peu toute la salle, etc. Et je regarde l'heure, c'est bizarre, le livreur qui était censé me livrer la console son n'est pas là. Donc je passe un premier coup de fil où en fait j'apprends à ce moment-là que en fait le devis que j'ai demandé, que j'ai fait valider, qu'on avait payé, en fait avait pas été validé de leur côté. Et qu'en fait, là, à l'heure actuelle, le groupe arrivait dans 1 heure. J'avais pas de console. Et il n'y en avait pas à te livrer. Et ils avaient rien à me livrer et ils n'avaient pas envie de le faire. En plus. Voilà. Donc, du coup, là, je me suis fait London Grammar. Il y a tous les pros qui viennent ce soir. J'ai pas de console. Ils sont là dans 1 heure. Ok. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai regardé qui je pouvais appeler en urgence, le plan B. Et je bossais avec une autre boîte à l'époque. Et du coup, je leur ai dit, tu peux m'envoyer une console, peu importe ce que c'est, je m'en fous. Là, en urgence, là, tout de suite, maintenant. Et puis, je vais me débrouiller avec, quoi. Et donc, du coup, London Grammar arrive. La console était en chemin. Mais du coup, j'avais rien à leur proposer parce que pas de balance, j'avais rien pas de balance, ça, en fait. Etc. Donc, je leur ai dit qu'on allait avoir du retard, etc. Ils ont été super compréhensifs. Je me suis excusé que normalement ça se passait pas, mais que là c'était en train d'arriver, que j'avais une solution, que c'était pas celle qu'ils voulaient, parce que du coup c'était pas la console qu'ils voulaient, c'était pas. Oui, parce que eux c'était leur fiche technique, voilà, il y avait exactement, telle que j'ai chose. respecté, etc. Au départ en tout cas, mais que là ça allait pas se passer comme ça. Et que en fait, c'est soit ils décidaient d'annuler, mais que du coup moi j'allais faire en sorte que ça allait pas nous retomber dessus, soit on faisait comme on pouvait dans la journée et puis qu'on allait faire le show et que ça allait bien se passer. Au final, ils ont été très compréhensifs. Ils sont allés, on les a invités du coup parce qu'il y avait un resto aussi pareil dans le lieu où je travaillais là. Ils sont allés manger au resto, tranquille.
On a pris une bonne heure de retard. Et puis finalement, tout est arrivé en trombe et on a fait la date. Voilà, ça c'était le premier. Je crois que c'était mon premier vrai coup de où j'étais. Je savais pas si j'allais faire la soirée. Mais t'étais stressé quand même. Ouais, t'as quand j'ai eu un coup de chaud, là, une quand même. montée de stress, quelques minutes, le temps de passer le coup de fil, ça. Oui, mais en ça, fait, une fois que t'as eu l'accord, c'était du retard, mais c'était du retard et tout ça, mais bon, ça l'a fait quoi. Et puis il y a une autre date aussi au Nouveau Casino à Paris, où on était censé, on a d'ailleurs reçu Soumti, une artiste qui est aussi d'ailleurs passée un peu plus tard qui est passée au Racam, c'était très chouette d'ailleurs. Et là c'était un très très mauvais souvenir en fait. Ah. Ouais. Ouais, c'est une personne qui est un peu qui est très exigeante. C'est ce qu'elle veut. Ouais, qui est très très exigeante. Et qui l'exprime, c'est ça. Elle a du caractère, quoi. Des gens avec du caractère, moi ça me plaît. En fait, j'aime bien. Là, on était au-delà. En fait, c'était des demandes. Enfin voilà. Mais je vais vous la raconter tout simplement. En fait, donc dans la journée, en fait, j'étais pas régisseur. Moi, j'étais qu'ingénieur du son ce soir-là. Mais vu que en fait le régisseur adorait Soumti, j'aurais dit écoute, si tu veux, on échange. Je m'occupe de la régie. Ouais. Tu fais le son. Et on fait la journée comme ça. Il me dit ouais, carrément, c'est cool. Vas-y, on y va. Et du coup, ce qui devait se passer dans la journée, c'est que après le concert de Soumti, on ouvrait très rapidement pour faire un club où pareil, il y avait un concert avec des musiciens, des guitaristes et tout ça sur scène. Donc, dans la préparation que le régisseur, qui est Brice, qui est un bon pote à moi en plus, avait fait à l'époque, on était censé faire les balances du groupe, du club, avant de faire le concert. Donc on fait les balances, tout se passe bien. On finit les balances, tout se passe bien. L'organisation pour le concert arrive. Donc nous, on était prêts parce que du coup, on avait eu un peu de temps pour faire le plateau, etc. Et là, les organes nous disent qu'en fait, Soumti, elle est encore à Londres. Et qu'en fait, elle a raté son train ou son avion, je sais plus. Ok. Donc, ou peut-être que l'avion avait eu du retard au départ. D'accord. Donc elle est encore à Londres. On dit on va avoir 1 heure de retard, c'est pas grave. Elle va arriver, tout va bien. Ça va, c'est Londres, c'est pas New York. Ouais, c'est ça, c'est Londres. Tout va bien. Donc du coup, nous là, on était prêts. On commence à faire les peu de balances qu'on pouvait faire parce que du coup, à cette époque-là, elle jouait avec un DJ. Donc il y avait pas de musicien, donc en fait on pouvait vraiment pas avancer. En fait le DJ on l'avait fait, on avait fait les balances micro comme nous on pouvait les faire, mais il y avait plus rien à faire quoi. Ouais, après, vraiment c'est ses balances à elle, quoi. Voilà, c'est ses balances à elle, sachant qu'on savait qu'elle était un peu exigeante. On avait prévu un peu de temps justement pour qu'elle puisse se poser, etc. Et puis elle bouge bien beaucoup faire, sur scène. Elle bouge un peu. Ouais. Et en fait, plus on avance dans la journée et plus les orgas savent plus où se mettre en fait. Et en fait, on comprend qu'elle est pas sûre d'arriver au fur et à mesure de la journée. D'accord. Voilà, on arrive, je sais pas, il devait être 19h, 19h30, on était censé ouvrir à 20h. C'était un concert qui était annoncé, donc c'est-à-dire qu'il y avait le public qui venait. Il y a le public qui commençait à attendre dehors, en fait, et l'artiste était toujours pas là. Et en fait, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'au final, elle a pris le train, le train l'Eurostar, voilà, et qu'elle arrivait. Et en fait, elle est arrivée. On a fait rentrer le public. Elle était toujours pas là. Et elle a mis le pied. On a fait jouer la première partie. Elle était toujours pas là. Elle a mis le pied dans le Nouveau Casino. Je crois 5 minutes avant de monter sur scène. Donc en fait, pour une artiste qui est très exigeante, qui a besoin de se poser, d'être confiante, j'imagine qu'elle ça doit être une personne stressée, je la connais pas plus que ça. En fait, à ce moment-là, on s'est regardé avec le régisseur Brice et on s'est dit ça va pas le faire. Ah ouais? Ah ouais, tu ouais. sentais? Parce que elle était hyper vénère, elle a super mal parlé aux orgas, mais nous, alors que vous n'y étiez pour rien, on n'y était pour rien, vraiment, c'était pas notre faute quoi. Elle a super mal parlé aux orgas. Bref, elle monte sur scène et donc du coup, on se rappelle un petit peu avant, on avait échangé les postes avec mon régisseur. Et là en fait, donc elle parle en anglais. Elle dit qu'elle n'entend rien dans les retours. Je monte sur scène, je vais voir, je fais non mais on entend en fait. Et donc du coup, elle commence à se braquer. Elle prend le public à partie en disant que c'est de la faute de l'ingé son qui n'a pas fait son taf.
Donc nous, ça commence à nous chauffer un petit peu là. Enfin, vraiment, le concert est exécrable en fait, où elle s'arrête limite en milieu de morceau à gueuler parce qu'en fait, ça lui va pas. Enfin voilà. Sauf que en fait, elle était énervée, vous en avez fait les frais. Voilà, c'est ça, clairement. Et puis elle se lâchait bien sur nous et elle a bien fait comprendre au public toute la soirée, quoi. Donc ça a été la première vraie vague. Et puis, donc du coup, on enchaîne aussi mal qu'on peut ce concert qui se finit. Le groupe qui arrive pour le club, donc là, on était un peu énervés quand même. Hein. Le groupe qui arrive pour le club arrive, on fait, voilà. Et là, donc du coup, on ferme le concert, les gens du concert partent, on fait un clean vite fait dans la salle, on réouvre pour le public du soir, donc pour le club. Et là, le groupe devait jouer du style vers minuit et demi, quelque chose comme ça en fait. Donc on les monte sur scène, on les fait jouer. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans la console à ce moment-là. Même Brice a pas compris non plus, même moi non plus. Hein. En fait, tout était à l'envers. En fait, il y avait rien qui correspondait avec ce qu'on avait fait le matin. Et donc du coup, toute la journée a été horrible parce que du coup, on a attendu toute la journée de ne rien pouvoir faire pour se faire engueuler par Soumti et avoir des gros problèmes techniques pour le club après, quoi. Et en fait, on a fait le concert comme on a pu avec le club, avec le groupe du club, je me rappelle plus le nom. Et puis en fait, à la fin du concert, on s'est regardé avec Brice, on a fait mais c'était quoi cette journée, quoi. C'est ça, il y a des journées comme ça. Voilà, et du coup, quand le technicien qui était censé faire le club est arrivé, on lui a dit écoute, tiens, tu prends tout là, tu te démerdes. Tout est à l'envers, tu remets tout en place. Voilà, tu te démerdes, on n'en peut plus. Nous, on se casse. Et on est parti. On allait prendre une bière et en fait, on s'est regardé en mode mais c'était quoi cette journée, quoi. Il me dit moi j'adorais Soumti, ça fait des années que je l'écoute. Là, mais c'est fini, quoi. Je veux plus en entendre parler, quoi. Donc voilà, c'était la deuxième journée vraiment là qui s'était pas bien passée du tout. Et Soumti, qui est venu au Racam, et ça s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense. Ça s'est bien passé. En tout cas, moi, je l'ai vu avec le sourire. Ouais, elle avait le sourire, etc. Mais en fait, ayant eu cette expérience-là, oui, t'avais peut-être des a priori. J'avais des a priori. J'avais un peu briefé complètement toutes les équipes aussi, et en leur ayant raconté bien sûr cette anecdote-là. Et elle était contente. Mais oui, il y a eu des exigences. Et par exemple, en fait, elle est arrivée tard. Elle a préféré aller se coucher plutôt que de faire ses balances. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, j'avais bien dit à son régisseur, par exemple, qu'une fois qu'on avait fini les balances et qu'on était à 3 minutes de l'ouverture, qu'on refaisait pas des balances, en fait. Et ce jour-là, je crois que le public a dû rentrer un quart d'heure plus tard. Ah, je me souviens pas. C'est possible. Oui. C'est possible. Voilà. En tout cas, c'était une super soirée. Oui, ça c'est. Après voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand chose. Que le public attend en réalité un quart d'heure dehors, c'est pas grave. Ça arrive régulièrement, bien, en fait. De toute façon. Bah non, moi j'aime pas moi, mais bon. Mais oui, mais bon. Quand il fait bon, ça va. Voilà, c'est ça. C'était en septembre, c'était fin septembre, tout allait bien. C'est un peu plus compliqué. Ouais. On va passer maintenant sur la partie de ton parcours. Ouais. Voilà, il va falloir que tu te remémores plein de choses. D'abord, première question, quel a été ton parcours scolaire ? Est-ce que déjà, tu as toujours voulu travailler dans le son, ça fait un bon dans la moment, musique ? Comment ça a commencé, en fait, cette envie ? Peut-être déjà tout petit ? Très petit, en fait. J'ai toujours écouté de la musique, en fait. Je sais que j'ai même une photo qui est accrochée sur mon frigo, du coup, où je dois avoir, je sais pas... 3 ans, quelque chose comme ça, où j'ai un casque, en fait, où j'écoute de la musique. T'écoutes de la musique, mais t'es pas musicien. Tu fais de la musique musicien. ou pas ? J'en ai fait un peu, mais j'ai vite compris qu'il fallait que je travaille 3 fois plus que tout le monde pour arriver à peu près au niveau normal. Ce qui s'est complètement inversé quand je suis passé derrière la console, en fait. J'ai eu beaucoup plus de facilité, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'au final, voilà. Et alors, du coup, tu veux qu'on reparte de quand exactement ? Du coup, comme t'as toujours aimé la musique, quel a été ton parcours scolaire et après professionnel pour arriver on va passer déjà scolaire peut-être. Ouais, on va passer très rapidement au début. En fait, j'ai été un peu en échec scolaire un peu au début, moi. En fait, T'aimais pas à l'école. Ça n'a jamais été mon kiff, l'école. Ouais. Les cours, la récré, par contre, vachement plus. Mais non, ça n'a jamais été mon
mon truc. Enfin, jamais, c'est pas vrai en fait, parce que sur les études supérieures, si. En fait, c'est arrivé au moment où ça devenait intéressant en fait. Enfin, bref. Donc ouais, on va repartir du début. Donc jusqu'au bac, en fait, j'ai eu une scolarité très moyenne. T'as été en général, t'as fait un bac. J'ai fait un bac technologique. D'accord. Parce que alors à l'époque, on avait le choix entre bac S, bac L, bac STI, donc plutôt technologique, ou après CAP, BEP, etc. Mais toi, t'as pris techno? Peut-être plus parce que justement, tout ce qui était un peu les machines du son, non, même en fait, pas ça a été plus un choix c'est pas vraiment été un choix en fait. Hein. Voilà, on m'a dit que concrètement S, fallait l'oublier. Ouais. Elle, avec tous mes échecs scolaires en langue en particulier, on n'a même pas parlé. Donc du coup, je voulais passer un bac quand même. Et donc du coup, ça a été un bac technologique, bac STI, génie méca. Donc pour être tourneur-fraiseur en gros quoi. D'accord. Donc c'était absolument pas intéressant du tout. Ouais. C'était un peu le calvaire là pendant jusqu'au bac en fait. J'ai fait un premier BTS après le bac, BTS qui était construction métallique. Voilà. D'accord. Parce que en fait là je commençais à faire un peu de musique avec des potes. Mais j'avais pas la conscience que ça pouvait être un métier en fait et que je pouvais en vivre en fait vraiment. Ok. Parce que j'ai aucun de mes contacts, même de contacts de mes parents qui ont travaillé dans le milieu artistique, sauf amateur quoi. Mon parrain était artiste peintre, mais bon, il en a jamais vraiment vécu. Mais il y a pas ce genre de personnage en tout cas dans mon monde à cette époque-là quoi. Donc du coup, j'avais aucune conscience que ça pouvait être un vrai métier en fait. Donc je fais un premier BTS construction métallique où donc là je commence à apprendre en fait tout ce qui allait être charpente métallique, construction du bâtiment, tout ça. Voilà. Ouais, c'est le bâtiment, mais c'est quoi? C'est de la soudure? C'est ça, c'est de la soudure. C'est en fait apprendre à en gros calculer les poids et les charges qu'il va y avoir sur le bâtiment, etc. Et au final, ça va me servir un peu plus tard au final. Donc j'apprends, mais ça m'intéresse pas du tout. Et au bout de 3 mois, en fait, je fais toutes les démarches pour me barrer de ce truc-là. Ouais. Okay. Voilà, sans en prévenir mes parents. T'avais quel âge là? C'était presque majeur. C'était même après le bac. Donc, sachant que j'ai redoublé, je devais avoir. Je devais avoir. Je devais avoir 18-19 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, mais ça me plaisait pas en fait. Hein, donc, concrètement. Ça sert à rien de pousser quand ça plaît pas. Non, c'est ça. Ça me saoulait en fait. Bref, ça m'intéressait pas du tout. Donc, je me suis barré. Et j'ai prévenu mes parents une fois que je pouvais plus retourner à l'école quoi. Concrètement. Ah mais t'as fait tout pour être viré, c'est ça? Non, j'ai dit à l'école que ça m'intéressait pas, que je me barrais, voilà, que je me cassais de l'école, qu'ils pouvaient me supprimer mon dossier, que ça m'intéressais pas et que je me barrais. Ok. Voilà. Mais sans rien derrière, t'avais pas non, j'avais absolument rien derrière. J'avais pas plus réfléchi au fait que après il va falloir que il allait falloir que je remplisse mes journées. Oui. Ça m'intéressait pas, c'était tout en fait, et du coup je me suis barré. Du coup, vu qu'il fallait justement que je remplisse mes journées, je me suis retrouvé en fait à bosser directement sur des chantiers construction où j'étais manœuvre, où j'ai démarré, pelle et la pioche dans la boue l'hiver, etc. quoi. Ouais. Donc voilà. Là j'ai compris qu'en fait il fallait quand même que je fasse des études quand même parce que j'allais pas faire ça toute ma vie, là on était hors de question. C'était pas ton truc non plus. Pas mon truc du tout, même si au final à partir du moment où je me suis trouvé quelque part, en fait j'ai essayé de trouver des choses qui pouvaient en tout cas m'instruire ou en tout cas apprendre des choses en tout cas. Tu vois, pas repartir d'une expérience en ayant rien en fait, c'était pas intéressant. Donc du coup j'ai appris des choses. Petite anecdote, le chef de chantier, quand ça a été mon dernier jour, il m'a fait une proposition de me former, de me prendre et il m'a dit en 3 ans je te forme et en 3 ans t'es chef de chantier si tu veux. D'accord. Je lui ai dit non. Ouais. Et je suis parti. Et du coup je me suis fait un deuxième BTS
à ce moment-là, où là, cette fois-ci, j'avais vraiment l'idée j'avais pris conscience qu'on pouvait travailler dans les métiers de la musique. Ah, donc c'était un BTS plus axé sur... Pas du tout. Pas du tout. Non. Là, en fait, on avait un petit groupe de potes à l'époque, et puis on faisait des concerts tous les mois, etc. On jouait. Mais tu jouais dans le garage ou sur scène? On a commencé dans le garage de mon pote. Ouais. Et puis on est monté sur scène. Ok, mais quoi, dans les lycées, dans les non, salles communales? On a fait des bars, on a fait des fêtes de la musique, okay. on a fait des salles de concert, on a fait des... donc pas très gros, mais... T'étais musicien quand même à un moment. Ouais, mais c'est là où j'ai compris aussi qu'en fait, il fallait que je travaille 3 fois plus que tout le monde pour arriver à justement à avoir pouvoir être sur scène, quoi. Mais t'avais un instrument en particulier? Ouais, je faisais de la batterie et des percus. Ok. À ce moment-là. Voilà. Plus des percus au départ que de la batterie, parce que du coup, ils ont trouvé un batteur qui était vachement meilleur que moi. Et ils avaient raison. Et du coup, je me suis retrouvé un peu à faire des percus. Et donc, du coup, je me retrouve à rentrer dans ce deuxième BTS qui est mécanique et automatisme industriel. Ouais, ça se développait pas mal. Ouais. En fait, j'avais repéré surtout que c'était un BTS où il y avait peu de gens qui y allaient, où il y avait beaucoup d'embauches à la suite. Oui, c'était tout ce qui était automatisé en fait dans les usines ou dans Exactement, c'est tout. Ouais. C'est en fait automatiser les usines. Et c'est là après où j'ai pris conscience que ça allait pas du tout pouvoir se passer comme ça aussi. En gros, pour prendre le boulot des gens dans l'usine, tout simplement, des travailleurs qui y sont. Oui, et ça, j'ai pris conscience de ça quand j'étais en milieu de la formation. Donc j'étais en alternance aussi à ce moment-là, donc je bossais. Je faisais beaucoup la fête aussi à ce moment-là, parce que du coup j'étais en alternance, donc j'avais un petit revenu à la fin du mois que je cramais tous les mois, parce que du coup on sortait beaucoup avec les potes. T'allais voir des concerts? On allait en voir pas mal, on en faisait un petit peu aussi, et puis on se retrouvait souvent aussi pas mal entre nous pour déconner toute la soirée. Pour faire le monde. Voilà, exactement. Et donc du coup, j'arrive au bout de ce premier BTS. Et alors oui, c'est ça, j'ai choisi ce BTS là aussi parce que je voulais faire du son à ce moment-là. Et mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent tout simplement pour me payer une école, et qu'ils allaient avoir besoin d'au moins 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Parce que c'est des écoles privées? C'est des écoles privées qui coûtent cher. Voilà. À l'époque, on était à plus de 5 000 euros l'année. Maintenant, cette école-là, elle est à plus de 7 000 euros l'année. Oui, c'est ça, les écoles privées dans tout ce qui est son. Exactement, c'est à peu près ça, 7 000 à 8 000 euros par an, et c'est des programmes sur 2-3 ans en général. Sur 2 ans, ouais. Ouais, 2 ou 3 ans. Ouais. Mais, et donc, du coup, bref, je fais ce BTS-là. Je réussis le BTS, alors que j'avais, je crois, du style entre 6 et 10 de moyenne toute l'année, quoi. C'était pas mon truc non plus, ça m'intéressait pas plus que ça, mais mes parents m'avaient donné le deal qui était que si j'avais mon BTS, ils m'aidaient financièrement plus que si je l'avais pas. Aller dans la voie que tu voulais. Ouais. Voilà. Et qui voulait que et mes parents voulaient que j'ai un vrai diplôme entre guillemets avant de me lancer dans voilà, c'est ça, il fallait les rassurer, donc j'ai accepté. De toute façon, j'avais pas le choix concrètement parce que j'avais pas non plus l'argent pour me payer l'école. Et donc du coup, je fais le BTS, je sors avec je crois que j'ai eu 13,83 de moyenne à la fin. T'as tout donné, hein. Ah ouais. Et puis la vérité, c'est que je l'ai tout donné, même sur un coup de poker. Concrètement. Ouais, j'ai présenté au jury du BTS une machine qui marchait pas. Ouais. Ok. Ouais, et je savais pas d'où ça venait. Et donc du coup, je savais qu'en fait dans le jury, il allait être composé de profs, d'un seul professionnel, et plusieurs profs et un seul professionnel. Et en fait, j'ai parié sur le fait que les profs n'allaient pas vouloir mettre les mains dans l'huile de machine. Ouais. Et donc du coup, je leur ai dit que c'était une pièce qui baignait en fait dans l'huile de machine et qu'on pouvait regarder ensemble et la démonter. Ah ouais, t'as été au culot, quoi. Complètement. Et tout a tenu là-dessus. Et quand ils m'ont dit non, mais c'est bon, on te fait confiance. En fait, du coup, j'ai tout déroulé, tout le reste en fait, et c'est passé.
Et je me suis retrouvé, c'était qu'au F9, et c'est pour ça que j'ai eu une si bonne moyenne. J'ai eu 18 et 18 et demi, je crois. Ah ouais, sur une machine qui fonctionnait pas. Trop fort. J'ai tout fait, j'avais tout prévu parce qu'en fait, je comprenais pas, je me suis pris la tête, je sais pas combien de temps là-dessus. Je comprenais pas pourquoi elle marchait pas, cette machine. Et puis pareil, les ingénieurs de la boîte dans laquelle je travaillais, pareil, c'était un vrai point d'interrogation, quoi. Sauf que c'était mon examen, en fait, et qu'il était hors de question que je l'ai pas et que je n'aille pas faire du son après, quoi. Donc du coup, j'ai tout fait pour l'avoir, donc je l'ai eu. Et là, je suis rentré dans une école de son à l'EMC à Paris. À Paris. Je suis monté à Paris à ce moment-là. Donc ça, c'est une école privée. Ça, c'est une école privée, tout à fait. Et là, en fait, j'ai commencé à bosser dans le son. Ça devait être en 2006 ou 2008, je sais plus. C'est quoi, c'est en alternance, cette école-là ? Alors, c'est pas vraiment de l'alternance. Ouais, c'était des stages, mais à l'époque, les stages étaient non rémunérés. Et donc, du coup, en fait, alors, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas, pour le milieu et les techniciens, en fait, je pense que c'était un vrai plus à ce moment-là, parce que du coup, moi, ça m'a permis, en fait, de trouver des stages super facilement, d'avoir des contacts un peu partout dans Paris, en fait, et du coup, je suis sorti de l'école, en fait, et j'ai bossé directement. À la sortie de l'école, j'ai mis 1 an à avoir mon statut d'intermittent. Pour quelqu'un qui sort de l'école, c'est rapide. C'est super rapide. Parce que c'est beaucoup plus long que ça, normalement. Normalement, c'est beaucoup plus long que ça. Parce que alors, c'est vrai qu'on parle de statut d'intermittent du spectacle, en fait. Ouais. Pour les artistes, mais aussi pour les ingénieurs du son. Pour les techniciens son, tout à fait. Techniciens son, et c'est pareil, c'est un nombre d'heures, de jours. C'est un nombre d'heures, tout à fait, qu'il faut faire pour pouvoir obtenir le statut. Et puis du coup, en gros, faire en sorte que Pôle emploi nous rémunère les jours non travaillés pour pouvoir continuer à démarcher, continuer à évoluer professionnellement parlant, quoi. Mais c'est vrai que le fait que ce soit pas rémunéré, les entreprises, forcément... du coup, elles nous utilisaient. Oui. Clairement. Mais oui. Et puis ça m'a bien aidé, moi, concrètement, parce que du coup, en fait, j'ai fait la première année de formation, en fait. En fin d'année, j'étais au plateau à Jazz à la Défense. J'ai fait, je me rappelle même plus parce que j'en ai fait beaucoup. J'étais dans une boîte de prestations de services qui louait du son. Dans l'événementiel ? Non, dans les concerts. Dans les concerts, Dans les concerts. Donc j'ai fait, à partir du moment où j'ai mis un pied dans l'école, en fait, j'ai fait que des concerts jusqu'à maintenant, en fait, concrètement. D'accord. Donc le prestataire, lui, fournissait le matériel. Tout à fait. Et toi, les techniciens. Et les techniciens. C'est ça. D'accord. Et du coup, j'étais le stagiaire de ce truc-là, quoi. Ok, donc t'as fait tous les festivals, des concerts. J'avais fait un truc de la voix, etc., avec 200 choristes sur scène, et puis comment il s'appelait déjà le chanteur des VRP? Il avait monté un truc avec le chanteur des VRP à l'époque, il avait monté un truc avec 200 choristes sur scène. Et j'étais là pour faire le plateau de ce truc-là, quoi. Enfin voilà, au bout d'1 an de son, c'était assez ouf, quoi. Et donc du coup, là, j'apprends beaucoup, en fait, à cette période-là. Je m'arrête jamais de travailler, en vrai. Depuis... t'as toujours bossé, boulot, en fait. Quoi. Ouais, toujours. Ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que du coup, je reste en contact avec des potes de l'école de son. Ouais. Et en fait, à Pontoise, on monte au départ un studio d'enregistrement, en fait, avec un deal d'une connaissance qui nous dit voilà, là on a 2 mois cet été, vous me réparez, vous me remettez à neuf les studios d'enregistrement, de répétition. Et puis moi je vous laisse du temps à 50% dans le studio d'enregistrement à partir de septembre pour que vous puissiez démarrer, quoi. Et nous on fait vas-y, c'est bon, en fait, n'en parle pas plus, on te fait ça sans problème. On lui retape tous ses studios tout l'été, et à partir de septembre on retape aussi le studio d'enregistrement parce qu'il était hors de question qu'on se mette aussi, voilà, hein. Donc on se retape aussi le studio d'enregistrement. Et du coup, on commence à communiquer là-dessus. Et puis, en fait, on comprend très, très vite que ça intéresse pas grand monde, un studio d'enregistrement. Voilà, avec des jeunes qui veulent apprendre. Et puis, on proposait juste de l'enregistrement, quoi. On proposait rien d'autre.
Ouais. Et donc du coup, avec mon associé à l'époque, on réfléchit, on se dit mais en fait, faut qu'on fasse rentrer de l'argent parce qu'on n'a pas bossé comme ça là pour. Tu pour dis rien, ton quoi. associé, c'est parce que tu avais monté une structure. On avait du monté coup une structure à ce D'accord. moment-là. On était en train de monter une structure. On réfléchissait à comment on faisait les choses, quoi. On avait monté une structure et on était en auto-entreprise en fait. tout Ok. simplement. Et avec mon associé, du coup, on réfléchit un petit peu et puis on fait, mais en fait, on sort de formation, on a des cours, on a des studios de répétition, on a un studio d'enregistrement. Il y a un local à côté qui est en train de se vider. En fait, on peut monter un centre de formation, en fait. On a tout. Ah ouais. Et on se dit, vas-y, on y va. On fonce, on le fait. Du coup, tu as monté un centre de formation avec, j'imagine qu'il y a plein d'autorisations, de choses, non? Ouais, mais en fait, pas tant que ça. En fait, bon à partir du moment où on est privé, en fait, il y a une autorisation. C'est pas sous la tutelle non. de l'éducation nationale, tout pas ça. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et puis notre but aussi, c'était justement de sortir de tout ça pour arriver justement à faire apprendre à des jeunes tout ce qu'on savait faire en fait, quoi. Ok. Et on monte le studio, on monte une petite boîte de prestade à côté aussi et le centre de formation, quoi. Et on fait, pendant 2 ans, en fait, on fait des sessions avec 6 élèves. Ça marchait bien? Pas vraiment, en fait, parce qu'il nous fallait 7 élèves pour être rentable, quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis sûre que ça marcherait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu de demande, mais pas tant que ça, en fait. Et puis, on est concurrencé quand même par des écoles qui ont 20 ans d'existence. Ouais. Et l'expérience, en fait, de 20 ans. Et du coup, nous, on sortait d'école quand même. On était des profs qui avaient 2 ans d'expérience dans le milieu de la musique, ce qui est quand même ridicule, quand même. Ouais, mais c'était peut-être moins cher. Un petit peu, mais pour des frais de fonctionnement, pas tant que ça, quoi. Ouais. Parce que du coup, il y avait les salaires, mon salaire à payer, nos salaires à payer, parce qu'on était 2 à bosser dedans. On avait fait venir aussi d'autres potes, du coup, pour qui étaient un peu plus studio, qui étaient un peu plus musique. Et on avait monté tout un truc comme ça, quoi. Et du coup, pendant 1 an, le temps de l'ouverture, en fait, j'ai réécrit tous mes cours de l'EMC pour les apprendre, pour les comprendre vraiment jusqu'au bout. Et puis, pour pouvoir arriver à les redonner à d'autres gens, en fait, quoi. Et puis, voilà, donc j'ai réécrit tout un programme complet sur le son, quoi. Et du coup, en parallèle de ça, je fais mon intermittence. Je rentre, j'étais en stage au Nouveau Casino, donc du coup, je rentre en tant que technicien son au Nouveau Casino. Je faisais que les clubs à cette époque-là, donc tous les soirs, tous les week-ends. Ah, c'est que les nuits. Hein. Que les nuits. Et donc, je bossais toute la semaine au studio, à l'école. Ah oui, mais en tant que prof. En fait, t'avais pas de vie. Si, en fait. Vie. Oui, si, t'as une vie sociable parce que tu rencontres plein de monde dans ces soirées, mais t'as pas de vie perso, de vie privée. Si, j'arrivais à en trouver plein, en fait. Même. Ouais. Oui, quand même. Ça a été le début de toute la vie parisienne que j'ai eue à un moment donné avec. C'est pareil aussi parce que du coup, en plus de la salle de formation, en plus du Nouveau Casino, j'accompagne aussi des groupes parce que j'avais pas assez de boulot et parce que ça me plaît en fait, et en fait plus j'en faisais en fait et plus j'avais envie d'en faire, et donc du coup je passais ma vie complète dans des salles de concert ou devant mon ordi à bosser pour faire des cours, quoi. D'accord. Donc j'ai passé 2 ans comme ça. T'avais quoi? T'avais 25 ans, un truc comme ça, je sais pas, on devait être en 2010, quelque chose comme ça, donc je devais avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. C'est ça. Et je bosse 7 jours sur 7, voilà. Mais en même temps, c'est super cool. C'était pas du boulot, en fait. Parce que ça te plaisait, c'est ta passion. Mais oui, c'est ça, c'était pas du boulot, donc c'est pas pareil, ouais. Donc en fait, on pouvait m'en donner plein, et je prenais tout en plus, donc voilà. Le fait est quand même qu'à un moment donné, on se pose aussi avec mon associé, on voit qu'en fait, on n'est pas rentable pour avoir 2 salaires de dirigeants. Donc du coup, moi je dis qu'il faut qu'on monte une boîte de production et qu'on commence à lancer des artistes qui démarrent. Ah ouais, quoi. D'accord, ok. Ah oui, j'avais aucune conscience de tout ça avant, sachant que je savais pas faire, pas du tout, quoi. Ouais, mais t'avais le carnet d'adresses parce que du coup tu voyais beaucoup de monde. J'en voyais un peu, mais j'avais un petit peu des orgas, mais j'avais pas les boîtes de prestat, j'avais pas les contacts des nouveaux groupes qui démarraient. Il me manquait plein de choses, en fait.
Et du coup, lui me dit non, c'est hors de question que je fasse de la production, donc on trouve autre chose. Son truc, ouais. Et moi j'ai dit mais c'est soit ça, soit on se sépare en fait quoi. D'accord. Et du coup là-dessus on a mis fin à notre collaboration. Je lui ai laissé les clés de l'école parce que de toute façon, enfin ça tournait pas hein, concrètement. Ça faisait 2 sessions qu'on faisait où on avait pas suffisamment de monde. Et puis je voyais que ça allait s'essouffler quoi. Et donc du coup je me retrouve en fait juste à voir le nouveau casino, un petit groupe avec qui je m'entends très bien, mais bon ça paye pas beaucoup, et du temps libre parce que du coup il y avait plus le oui. il y avait plus l'école, et donc du coup je décide de refaire une autre formation derrière. Et j'ai fait un DU, économie. Donc, toi, tu t'es formé encore. Ouais. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et je me suis formé et j'ai fait un DU, diplôme universitaire de économie et gestion des projets musicaux. Ok. Et là, en fait, j'ai vu, parce que j'avais vraiment que la partie technique avant de toute la musique. Ouais. Et là, j'ai vu, en fait, tout le reste. Et en 6 mois, en fait, c'était avec l'IRMA, qui est qui maintenant fait partie du CNM, je crois. C'était un truc qui publiait des ouvrages sur la musique, etc. Et qui faisait des formations. Et moi, j'avais pris la plus grosse formation, en fait, qui était... Et en fait, on avait, je crois, quelques semaines de formation sur chacun des métiers de la musique. Ouais. Donc, j'ai vu en fait de la tournée, j'ai vu aussi du label, j'ai vu de la production tout. D'accord, en fait, mais c'est bien. C'était du coup, t'as vu tous les côtés. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu parles justement à une production, à un manager, voilà, tu sais, t'as été de l'autre côté un peu. Voilà, mais donc aujourd'hui, mes connaissances se sont un peu taries parce que ça commence à faire un petit peu de temps. Mais oui, en sortant, en fait, j'avais vraiment les 2 casquettes où je pouvais parler à un producteur, vraiment de face à face, quoi. Et puis, je pouvais parler à un technicien tout autant, quoi. C'est ça. J'avais vraiment tous les trucs de la production musicale, quoi. Et c'était super intéressant. À côté de ça, du coup, je continue à bosser pendant la formation quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Bah oui, sinon on s'ennuie. Donc en fait c'est ça, exactement. Et donc je continue au nouveau casino, en fait, où je fais de plus en plus. En fait, au départ, je devais faire 3 ou 4 clubs par mois, plus 1 ou 2 trucs à côté de cachet. Et en fait, j'avais tout juste mon intermittence, en fait. Et pendant la formation là d'économie gestion de projets musicaux, je commence à prendre beaucoup plus de place au nouveau casino. Et en fait, à un moment donné, je me retrouve à être tout seul à faire la technique de tous les clubs du nouveau casino, en fait. D'accord. Et avec un régisseur. Mais on est 2, en gros, à faire toutes les soirées, quoi. Donc, lui faisait la régie, moi, je faisais toute la technique, son et lumière. Et donc, du coup, j'étais tous les week-ends là-bas, quoi, en fait. Donc la rue Oberkampf, à ce moment-là, je la connaissais très très bien. Surtout qu'en plus, avec le groupe que je suivais toujours à côté d'ailleurs, on avait beaucoup un bar qui était un tout petit peu plus haut, qui s'appelait, je me rappelle même plus, en fait, on se faisait enfermer après la fermeture dans ce bar pour boire des coups et être tranquille, en fait. Et débriefer. Ouais, débriefer, c'est ça. Bref, et du coup, je finis la formation économie et gestion des projets musicaux. Et le nouveau casino, en fait, ça se passe pas très bien. Donc, je cherche un peu du taf à côté, en plus. Et je tombe au Nouba, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ouais. Et où, pareil, au départ, je commence... boîte de nuit, hein. Ouais, Plutôt. Boîte de nuit, resto, mais qui club, et qui fait quelques concerts. Un truc hyper hype pour Paris, en fait, où il y avait des gens que j'avais pas trop l'habitude de côtoyer à ce moment-là, moi, où j'étais plutôt rue Oberkampf et 19e, etc. Là, on était plutôt dans le centre de Paris et truc assez hype, et voilà. Tout le monde, à cette époque-là, tout le monde pouvait pas rentrer au Nouba. Ouais. C'était hyper select. Bon, bref. Et du coup, en fait, je commence à bosser beaucoup, donc de nuit dans les nuits parisiennes, en fait. Et petit à petit, au Nouba, en fait, je commence à prendre des responsabilités, en fait. Et un jour, on me propose de faire la régie du lieu. Et je dis OK, ça marche, c'est cool. Et donc du coup, je me mets là-bas, je commence à me côtoyer un petit peu avec le patron. Et
Ça a été marrant d'ailleurs aussi. Ça a pas duré très longtemps cette expérience-là. Je crois qu'elle a duré 6 mois, à peine un an, je crois, en fait. Ouais. Quelque chose comme ça, quoi. Et pour la petite anecdote, en fait, en un week-end, le patron m'a mal parlé une fois, en fait. Et m'a engueulé sur un truc où j'y étais pour rien, en fait. Et le lundi matin, il avait madame sur son bureau. Ah oui, voilà. Impulsif. Bah non, c'est juste qu'en fait, j'avais pas envie de travailler comme ça, en fait. Et Ouais. je savais qu'il allait pas s'excuser de ça. D'accord. Donc en fait, il y avait pas d'autre solution que de partir, quoi. Et d'ailleurs à ce moment-là, en fait, je me suis aussi séparé ce même week-end-là de ma compagne de l'époque. Et donc du coup, en fait, le lundi, je me suis retrouvé sans taf, sans appart, sans plus personne à Paris, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été une super période, en fait. Ah ouais ? Mais grave. En fait, j'avais plus rien. Non, j'avais même plus rien du tout, en fait. Et il y avait plus que tout à faire, en fait. T'as fait un reset. J'ai fait un reset complet. Ouais. En un week-end, ça a duré, ça. Ouais. Ce moment-là, c'était assez intense. Mais après, ça a été une super période. En 3 semaines, j'ai retrouvé un appart. Je me suis fait héberger par des potes en attendant. Je crois que 3 mois après, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui vivre. Et puis j'ai retrouvé du boulot 15 jours plus tard, quoi. Ouais. Je savais en partant qu'en me barrant, j'allais appeler des gens, j'allais revoir des gens et puis j'allais trouver du taf rapidement. Donc, j'ai pas hésité en fait à tout envoyer balader parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui allait de toute façon à ce moment-là. Donc, j'ai tout envoyé balader et là, du coup, je suis retourné au nouveau case parce que du coup, j'avais un peu lâché ce truc-là. Je suis retourné au nouveau casino où ils avaient changé de direction, etc. Et du coup, là, je suis passé responsable son à ce moment-là. Et je trouve aussi un truc qui s'appelle un truc complètement improbable, un club qui a duré 1 an sous la tour Montparnasse à ce moment-là aussi. Ah ouais ? Ouais. Où théoriquement on était censé être 3 ou 4 ingé son à bosser et à faire les nuits, puis au final je comprends qu'en fait j'allais être le seul à bosser 80% du temps et c'était très bien comme ça. Et donc du coup, il fallait juste que je sois présent tout le temps. Et je leur ai dit, écoutez, si ça se passe comme ça, moi je fais le son. Je suis là quasiment tout le temps. Il y aura peut-être une personne à me remplacer une fois de temps en temps, mais bon, oui. Peu quoi. Et en fait là, à ce moment-là, c'est sur cette période-là d'ailleurs, il a fait venir le mec qui a fait l'organisateur de ce club éphémère-là, en fait, a fait venir toute la techno de Détroit. À Paris en fait, et en fait on faisait je crois que c'était un lieu où il y avait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on devait faire 1500 ou 2000 personnes tous les week-ends en fait. D'accord. En jauge. Et donc du coup avec tous les DJ de Détroit, toute la techno de Détroit qui arrive à Paris, et moi je vois ça et en fait c'est cool parce que la techno de Détroit c'est quand même un super truc en fait, ouais. Quoi. Donc j'ai plus les noms parce que je suis pas trop dans ce milieu-là, mais j'apprends beaucoup en fait et je découvre beaucoup de choses et c'est super cool. Et je continue à bosser donc du coup avec des groupes, etc. Et puis à un moment donné en fait j'en ai un peu marre de trop tout Paris et de devoir sortir la carte bleue à chaque fois qu'on fait quelque chose dans Paris en fait. Donc là je décide de m'éloigner de Paris, d'habiter en Essonne. D'accord. Voilà, c'est comme ça que quelques années après, en fait, même pas quelques années, quelques mois après, je vois que parce que tu vivais en Essonne, mais tu continuais de travailler sur Paris. C'est ça, exactement. Ouais. Je continue à bosser sur Paris. Et du coup, je regarde un petit peu les lieux qu'il y a en Essonne, en fait, et je vois le Racam, concrètement. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit, c'est pas le moment d'aller poser un CV là-bas. Je sais pas, je le sens pas, donc je le fais pas, tout simplement. Ouais. En fait, puis je continue à bosser à Paris. Mais bon, vu que je vis plus à Paris, je rencontre moins les gens, donc j'ai moins de boulot. Ouais, tu sors donc je sors moins, ouais. et du coup j'ai moins de boulot qui arrive, donc du coup je commence un peu à tourner en rond, jusqu'à ce que je vois une annonce en fait où le Racam cherche un régisseur général. En fait, et je fais voilà, c'est bon en fait. Voilà. C'est le moment. Là c'est le moment. Et là c'est le moment. Et du coup je candidate, je rencontre Bérangère et ça se passe bien. Et puis du coup voilà, on en arrive au Racam quoi. Donc ça fait 6 ans. Et ça fait 6 ans, exactement. Ça fait 6 ans au Racam. Ouais. Et belle épopée. Là du coup t'es au calme maintenant. Ouais, c'est ça, je suis au calme, ouais.
t'es posé. Ouais, tout à fait. C'est fini les nuits parisiennes, tout ça. Non, c'est fini. Bah après, pour aller voir des concerts, tu vois. Sur Paris, c'est ça. Mais en même temps, ça a été une super période en fait, tout ça, parce que enfin, on peut le voir d'une mauvaise façon, mais en fait, la vie parisienne, c'est assez extraordinaire en fait. Enfin, il y a plein de gens à rencontrer là-bas. En fait, il y a plein de choses à faire, quoi. Ouais. Et il fallait que j'y aille à un moment donné, que je m'y frotte, quoi. Et je me suis bien frotté pendant une bonne dizaine d'années quand même. Au final, ça a duré. Les défis, on en a vu que tu en as quand même eu pas mal au niveau de ta carrière professionnelle. Mais est-ce que tu as dû surmonter des choses assez particulières, assez dures pour arriver là où tu es? Alors dur, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Oui, parce que t'es no stress, toi. Donc de toute façon, peut-être que quelqu'un qui trouverait la chose limite insurmontable, toi, j'ai l'impression que tu as toujours une petite ampoule qui, tu sais, comme dans les dessins animés, la petite ampoule qui s'allume en disant il y a une solution. Mais c'est ça en fait. Je prends toujours les choses de cette manière-là en fait. Et depuis, c'est peut-être. T'es positif. Alors limite, je dirais ça en fait. À mon avis, le plus gros truc que j'ai eu à faire, c'est l'éducation nationale et mes problèmes d'échec scolaire au début en fait, quoi. Ouais. Et à partir du moment où j'ai compris en fait qu'il y avait rien de vraiment grave dans la vie en fait, on apprend en fait, c'est ça, j'apprends même si un projet ou un événement se passe pas bien ou pas comme je voudrais, j'apprends de ça en fait. Et puis il y a plein de manières d'apprendre, effectivement. En fait. Donc il faut rassurer les gens. Non, mais les longues études, les bacs plus 12, c'est pas une fin en soi, en fait. Complètement pas. On peut arriver dans la vie. En fait. Et en plus, quand on apprend son métier sur place, sur site, sur le tas, on apprend beaucoup plus vite. On apprend beaucoup plus vite. La pratique, après, il faut pas non plus... les études, quand même, elles ouvrent des portes à certains moments, quand même. Parce que aussi j'ai fait des études, parce que aussi mes parents ont eu de l'argent pour me payer des études, que j'ai pu mettre un pied là-dedans en fait. Alors c'est vrai qu'on en a parlé dans tous les milieux du son, son et tout ce qui est journalisme, tout ça, c'est des écoles privées qui coûtent une fortune. Alors maintenant, il y a des bacs aussi qui existent, je sais. Je sais pas ce que ça vaut en fait. C'est que ça fait peu de temps que ça. Audiovisuel. Je crois qu'il y a l'INA qui fait des formations du son. Tout à fait. Qui sont beaucoup plus abordables, voire qui sont pris en charge par. Pour certaines, ouais. C'est une des formations que j'ai hésité à faire aussi à un moment. C'est vrai. Sur c'était la formation Caleur Système. C'est pour apprendre à faire en sorte que dans un stade, par exemple, avec toutes les enceintes qu'il y a, on peut mettre en fait que tout fonctionne de la même manière pour que le son soit optimum pour le public. Et le même pour tout le monde. Le même pour tout le monde, peu importe où on se trouve dans le stade, par exemple. Ok, ils font ce genre, mais exactement, c'est un vrai métier aussi ça. Oui, carrément. Quel conseil tu donnerais à une personne, à un jeune ou même moins jeune? Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut faire ton métier ou en tout cas qui veut être dans le son? Pour quelle voie il doit suivre en fait aujourd'hui? Peut-être pas, tu vois, dans le contexte. Ouais, je comprends. Déjà, alors en fait, les études, malheureusement, elles sont payantes. Oui, il faut en faire un peu parce que déjà, c'est important. Quand tu disais que tu fais des mails à des prods et tout, il faut savoir écrire. Savoir écrire, ça a été un problème aussi. Tourner des phrases et éviter de faire trop de fautes. Voire de pas en faire, c'est bien. C'est ça, c'est mieux. C'est ça. Et en fait, prendre le temps en fait de faire des études. S'il faut 2 ans, il faut 2 ans. En fait, c'est pas grave. Certes, dans la vie de tous les jours, ça peut être compliqué, mais c'est pour le bien plus tard, en fait, quoi. Donc, prendre le temps de faire les études, de rencontrer des gens, de sortir, d'avoir de l'expérience et de rencontrer des gens, et en fait, parce qu'à la limite, ce que je vois beaucoup maintenant chez les stagiaires qui arrivent au RACAM, les gens, enfin beaucoup en tout cas, osent pas forcément en fait faire les choses. C'est-à-dire ils osent pas. Comme si, je sais pas, quelque chose, comment dire, en fait, c'est en se trompant qu'on apprend à faire, Ah oui, d'accord. Ils ont peur de se tromper, voilà, donc du coup. Donc on préfère ne pas faire plutôt que de se tromper. Et je pense que c'est une erreur en fait.
Et vaut mieux se planter, et puis c'est pas grave, en fait. Il n'y a rien de grave là-dedans. Et puis avancer, quoi, en fait. Plutôt que de tourner autour du pot, pas savoir comment faire les choses, et puis jamais oser, en fait, au final, quoi. Ouais, puis aller droit devant. Tu disais tout à l'heure, avec l'épisode, je sais plus si c'était non, c'était London Grammar, c'est dire les choses, ça sert à rien de broder, de machin, autant aller. Et en général, les gens, ils sont compréhensifs. Quand tu es direct et sincère, bon, bah... C'est ça. Voilà, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est... Donc, oser, peut-être. Ouais, c'est ça, oser faire les choses, oser faire ce qu'on a envie de faire, en fait, parce que ça marche pour le milieu de la musique, mais en fait, ça marche partout, en fait. Dans tous les moments de la vie, en fait, faut juste oser faire les choses, et puis, généralement, ça se passe bien, en fait. Généralement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais aborder? Je sais pas... Pas comme ça, là, non. Je pense qu'on a fait déjà un joli tour. On a fait un beau tour. Hein. C'était chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rémi. De rien. Donc, Rémi Charles, c'est ça. Ingénieur du son et régisseur général du RACAM à Brétigny-sur-Orge. Merci beaucoup. Merci à vous.